de la vidéo. Donc on est arrivé, la vidéo précédente, à cette forme. On a voulu appliquer le principe de relativité, c'est-à-dire qu'à tout événement étiqueté dans un référentiel R, donc dans un espace-temps R a une dimension d'espace, une dimension de temps, il doit exister des étiquettes dans un référentiel R', ce qui signifie que pour passer de xt à x'T', il doit exister une fonction qui permet de passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit précédemment, mais cette fonction doit être une bijection, puisqu'on veut des étiquettes uniques pour un événement donné dans R et dans R'. Donc en fait, c'est une bijection ici, c'est forcément une bijection. Et donc cette application bijective, là, je l'ai différenciée, donc j'ai écrit ici les formes différentielles. Maintenant, on va ajouter à ce qu'on a raconté quelque chose, et cette chose, ça va être l'homogénéité de l'espace-temps. Donc je vais ajouter cette contrainte. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité de l'espace-temps? Ça veut dire que l'espace-temps, il est complètement invariant par une quelconque translation, soit dans l'espace, soit dans le temps. C'est-à-dire si je fais une translation dans l'espace, et que je regarde tout l'espace qui est autour de moi, eh bien je trouve que c'est le même qu'avant la translation. Donc c'est invariance de l'espace-temps par translation. Dans l'espace ou dans le temps. Hein. Donc invariance de l'espace-temps par translation. Dans l'espace ou dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'entre guillemets, la densité de l'espace-temps est la même en tout point et en tout lieu. Et en toute date, pardon. En tout lieu, pardon, et en tout instant. Autrement dit, un élément de longueur en particulier, un élément de longueur ne doit pas dépendre de l'endroit où je l'ai considéré. De même pour un élément de temps, donc une durée. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que finalement, si je prends un exemple très concret, si je mesure la longueur d'un livre et que je suis par exemple à Paris, que je trimballe mon livre à Marseille, et que je mesure la longueur de mon livre, bah, j'espère trouver la même valeur, à condition que mon livre évidemment n'ait pas changé, qu'il ne soit pas desséché ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, les longueurs doivent être invariantes par translation dans l'espace. Donc si je change de lieu, un élément de longueur doit rester le même. C'est pas trop délirant comme principe. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dx' ne dépend pas explicitement de x et de t. Ça veut dire que ça ne dépend pas de la valeur de x elle-même, mais de la valeur de t. Ça doit dépendre uniquement des éléments de longueur et des éléments de date, de durée. Donc, ça signifie que ces objets-là, ça et ça là, et cela aussi d'ailleurs, tous ces objets ne doivent pas dépendre de x et de t. D'accord, de l'événement lui-même, de la place, hein, de l'endroit où on se trouve lorsqu'on réalise ces éléments, lorsqu'on considère ces éléments de longueur. Autrement dit, ces choses-là ne peuvent pas dépendre d'autre chose qu'éventuellement de ce fameux phi dont j'ai parlé au début. Donc, j'ai très envie de réécrire ça sous une autre forme. J'ai envie d'écrire que dx', finalement, c'est quelque chose, une fonction de phi, dx fixé, et puis ça, j'ai envie de l'appeler moins b de phi. Le moins, on verra pourquoi après, c'est parce que c'est plus pratique pour après. Donc, moins b de phi. Et puis pareil pour dt', je vais écrire ça sous une autre forme. Alors je vais, par symétrie, je vais ici écrire alpha de phi dt moins bêta de phi dx. Ce qui sera plus pratique pour après. Et donc, ces objets-là ne doivent pas dépendre de x et de t, sinon il n'y a pas invariance par translation dans l'espace ou dans le temps. L'espace-temps ne serait alors pas homogène. Et j'impose cette homogénéité, je restreins mon principe de relativité à des espaces-temps continus et homogènes. Voilà ce que ça donne, et on peut déjà faire un tout petit peu de physique avec ça. Parce qu'on va pouvoir reparamétriser, donner un sens au paramètre, changer de paramètre pour avoir un paramètre plus sensé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut imaginer déjà, alors c'est toujours le célèbre train, on va rester dans cette situation du train qui est assez intuitive. Donc j'ai un train, alors je vais pas faire des gros dessins, mais enfin j'ai un train, et un wagon disons, et dans ce wagon j'ai quelqu'un qui est assis. Hop, bon, il est très grand, il a plus de tête. Bon, j'ai un type qui est assis, et j'attache à ce train
un espace-temps, donc je construis un espace-temps. Alors je suis à une dimension, hein, donc je me fiche. Donc là, je vais appeler ça x', et puis je vais fixer aussi, je vais construire un espace-temps sur le quai. Donc sur le quai, hein, je vais appeler ça l'axe x, donc hop, et là x', les origines, on s'en fiche, on peut les mettre où on veut. Bon, par exemple ici, mais pour l'instant, ça n'a aucune importance, et puis là, je vais mettre au', si vous voulez. Donc, ici, on a des horloges qui indiquent le temps t'. Donc on a des horloges qui indiquent le temps t', et puis dans le référentiel R, on a des horloges qui indiquent les dates t, quoi. Et donc je vais considérer maintenant deux événements qui se produisent, qui sont liés au battement de cœur de ce personnage-là. Donc ce personnage-là, son cœur bat, et puis il y a un battement qui se produit, puis un nouveau battement. Et je vais essayer de voir ce qui se passe quand on considère deux battements, donc infiniment proches, quoi. Donc qu'est-ce que... Je vais considérer que c'est deux événements que je fais tendre vers deux événements très très proches. Donc je vais d'abord considérer des événements distincts, puis après on fait tendre vers 0. Donc moi ce qui m'intéresse c'est delta x'. Donc delta x', c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie delta x'? C'est l'intervalle d'espace dans R' entre les deux événements que j'ai considérés, entre les deux battements de cœur. Mais comme le type est assis dans le train, dans R', delta x', enfin delta x vaut 0, quoi. Donc delta x', c'est 0. Okay. Je fais tendre vers 0 cet intervalle, c'est-à-dire je considère non pas deux battements de cœur successifs, mais deux étapes très très proches dans la succession des événements qui conduit à un battement de cœur. Donc je fais tendre vers 0, ce qui me donne dx' égale 0. Mais dx' c'est ça. Donc c'est égal à a de phi dx moins b de phi dt. En secouant un peu tout ça, on arrive assez rapidement, je vais prendre un peu de place là, on arrive assez facilement à b de phi sur a de phi qui vaut dx sur dt. Si on passe de l'autre côté, donc je fais moins b de phi dt, je divise par dt, je divise par a de phi, et on a bien ça. Mais c'est quoi dx et c'est quoi dt? Dx, c'est l'intervalle d'espace qui sépare les deux événements, donc pas les deux battements de cœur, mais deux étapes dans un battement de cœur qui sont très très proches, infiniment proches. Donc c'est bien là, finalement, quoi? Dx, c'est l'écart entre les deux, entre guillemets, battements de cœur. Ça veut dire que c'est finalement la distance parcourue dans R par le cœur, et donc par le train. Et dt, c'est l'écart de temps mesuré dans R entre les deux battements de cœur. Donc ce truc-là, on a très envie de l'appeler v, la vitesse finalement du train par rapport au sol. Mais on vient de découvrir quelque chose d'assez important finalement, parce qu'on vient d'écrire que la vitesse du train finalement c'est b de phi sur a de phi. Phi étant un paramètre. On suppose qu'il existe un paramètre qui fixe R et R', qui traduit, qui caractérise le couple RR'. C'est-à-dire que phi est quelque chose de fixé une fois R et R' fixé. Donc B de phi et A de phi sont des constantes dans cette affaire, et ainsi V est une constante. On vient finalement de montrer que le train, si on veut qu'il constitue un référentiel équivalent au référentiel terrestre, il faut absolument qu'il aille à une vitesse constante par rapport au sol. On vient de comprendre pourquoi, entre guillemets, les référentiels galiléens de la physique newtonienne sont tous en translation rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres. On vient de comprendre parce que si ce n'est pas le cas, l'homogénéité de l'espace-temps n'est plus possible. Autrement dit, un espace-temps qui serait accéléré par rapport à un espace-temps homogène ne peut pas être homogène lui-même. Donc l'homogénéité de l'espace-temps impose que la vitesse du train doit être constante par rapport à la vitesse, par rapport au sol, par rapport au sol. Donc la vitesse doit être constante, v, et on va du coup pouvoir reparamétriser BA en fonction de v, puisque phi était un paramètre, on vient de comprendre que v est finalement un paramètre aussi. Donc plutôt que d'écrire a de phi avec phi un paramètre un peu obscur, ce qu'on va faire, c'est que on va se permettre de factoriser par a de phi, donc je factorise par a de phi, ce qui me fait dx moins b de phi sur a de phi dt. Et puis je fais la même chose
pour dt', je vais mettre a de phi en facteur, même s'il n'est pas présent ici, mais ça rien n'empêche de le faire. Du coup, ça me fait alpha de phi sur a de phi dt, moins bêta de phi sur a de phi dx. Voilà. Et je reconnais ici donc v, v hein, qui est égal à b de phi sur a de phi, qui est donc une constante. Ça me donne donc a de phi dx moins v dt. Et ici, donc, ça ne change pas, mais a de phi, j'ai envie de le changer. Hein. J'ai le paramètre ici qui s'appelle phi, mais phi, manifestement, dépend d'un autre paramètre qui est la vitesse relative, un des deux référentiels, la vitesse de r' par rapport à r. Donc finalement, a de phi doit être une fonction de v. Je vais l'appeler gamma de v. Donc la fonction de phi est finalement une autre fonction de v que j'appelle gamma de v, donc dx moins v dt. De la même façon, ici, je vais écrire a de phi sous la forme gamma de v, une fonction de v. Alpha de phi pardon, sur a de phi, j'ai envie d'appeler ça une autre fonction de v que je vais appeler a de v. Et ça, je vais appeler ça une autre fonction de v, b de v, dx. Voilà. Donc on a ici deux formes différentielles, donc des différentiels exacts qu'il va falloir que l'on intègre. Donc ça s'intègre très très bien, puisqu'on a affaire à simplement des formes différentielles type linéaire. Hein. Donc si on choisit bien notre système de coordonnées, encore une fois, un système de coordonnées, c'est quelque chose qui se choisit arbitrairement, et on va poser que, je vais choisir que x' de 0, 0, phi soit égal à 0, et t' de 0, 0, phi soit égal à 0. Je choisis ça, c'est le choix des origines, en fait, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de choisir que les origines des dates coïncident lorsque les deux origines spatiales coïncident aussi. Je synchronise mes horloges à 0 quand les origines coïncident. C'est ça que je fais ici. Si je fais ce choix, alors l'intégration est très simple. x', ça va s'écrire gamma de v, x moins vt, et t', ça va s'écrire gamma de v, a de v, t, moins b de v, x, tout simplement. L'intégration est très simple, c'est des fonctions type linéaire. Donc la linéarité des transformations est liée à l'homogénéité de l'espace-temps. On verra dans la suite ce qu'on peut faire de ça.